Bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, de partager avec vous des thématiques différentes, de répondre à vos questions. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, à la fois pour notre vie privée, mais aussi pour les sportifs, l'intelligence émotionnelle et son impact sur la performance sportive. Pour aborder ce sujet et répondre à toutes les questions et à vos questions que je vous invite à nous poser à travers le chat, j'invite avec moi deux intervenants, deux professeurs d'université, Fabrice Dosville. Fabrice, bonjour. Bonjour Hassan, écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler effectivement des compétences émotionnelles. Je remercie d'ores et déjà le Comité national olympique marocain pour cette invitation et j'en suis ravi. En tout cas, merci à vous Fabrice d'être avec nous. Avec nous également, Michael Campo, qui est aussi professeur des universités. Michael, bonjour. Oui, bonjour, merci à tous là, pour cette invitation sur un sujet qui est à la fois passionnant d'un point de vue scientifique, autant qu'appliqué. Et justement, je me chargerai de voir comment est-ce qu'on peut appliquer ces connaissances scientifiques dans l'optimisation de la performance des équipes. En tout cas, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation du Comité national olympique marocain. Je rappelle, vous êtes tous les deux professeurs des universités et vous avez chacun de son côté travaillé sur cette thématique de l'intelligence émotionnelle et le sport, le mental, l'intelligence émotionnelle et le sport, avec des cas pratiques que nous verrons tous ensemble tout à l'heure. Mais avant de commencer, on parle de plus en plus de ce concept de l'intelligence émotionnelle. Donc, je pense que ça a commencé dans les années 90, enfin bien avant, mais les recherches, j'ai envie de dire, qui ont été publiées, vulgarisées à partir des années 90. C'est quoi exactement ce concept de l'intelligence émotionnelle? Peut-être vous, Fabrice, commencez avec vous. Oui, alors petite précision, on parle souvent d'intelligence émotionnelle et pourtant dans la communauté scientifique ça a fait pas mal débat et ça fait encore débat de parler d'intelligence émotionnelle, considérant que la communauté scientifique préfère garder l'intitulé d'intelligence peut-être pour tout ce qui est aptitude cognitive et ainsi de suite. Donc parfois vous verrez, peut-être Michael et moi, on parlera de compétences émotionnelles même si on est toujours dans cette sphère. L'idée de la compétence émotionnelle ou de l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est toutes les différences entre les individus lorsqu'on va identifier, exprimer, comprendre, utiliser, réguler nos émotions, nos sentiments, mais également ceux des autres. Donc, c'est effectivement très, très utile dans le domaine du sport. D'accord. Alors, concrètement, Fabrice, on parle de compétences émotionnelles. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui ont, je dirais, hiérarchisé, catégorisé, mis en évidence des émotions que nous retrouvons chez tous les communs des mortels? Oui, alors il y a d'un côté évidemment le travail sur les émotions qu'on a très longtemps mis de côté parce qu'on pensait notamment pour être performant, pour prendre des décisions, on en prend tous les jours dans le domaine sportif ou dans la vie quotidienne. Il fallait absolument mettre les émotions de côté parce que ça pouvait être dangereux, ça pouvait nous entraîner vers des décisions, des jugements qui pouvaient être erronés. Puis très rapidement, avec pas mal de travaux scientifiques, on s'est aperçu que l'émotion était même essentielle dans notre vie. Sans émotion, pas de motivation, pas d'envie, pas de fixation d'objectifs, tout ce qu'on va retrouver notamment dans la préparation mentale et dans la performance dont Michael parlera tout à l'heure. Et il y a un certain nombre de travaux scientifiques, effectivement, ça vous parliez tout à l'heure, des années 90, des années 95, avec l'émergence de ce concept d'intelligence émotionnelle. Donc pas mal de travaux se sont intéressés au domaine sportif parce que c'est un lieu chargé d'émotions pour les athlètes, mais aussi les coachs, les entraîneurs, ça peut être aussi le public, mais également les arbitres. Moi, je travaille beaucoup sur les arbitres et ça fait l'objet de pas mal de travaux. Et autour des émotions, évidemment, la frustration, la colère, la tristesse, la joie de gagner, de réussir, tout ça peut avoir un impact. Alors, sur le moment, en France, on se rappelle beaucoup du coup de boule de Zinedine Zidane pour une Coupe du Monde. On est persuadé qu'il nous l'a fait perdre et que s'il avait gardé son sang-froid, peut-être que s'il avait une intelligence émotionnelle un peu plus élevée et que s'il avait réussi à gérer, à réguler ses émotions, on aurait peut-être déjà 3 Coupes du Monde et non pas 2. Et puis, évidemment, sur du long terme aussi, ça peut impacter nécessairement. Donc, il y a eu pas mal de travaux scientifiques dont je vous ferai part tout à l'heure sur la performance, sur les habiletés psychologiques notamment.
Je voudrais revenir vers vous, Michael. Le coup de tête de Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde, je pense, c'était en 2020, si ma mémoire est bonne. 2006, Donc, 2006. 2006, tout à fait. Merci pour la précision. 2006. Donc, c'est de l'émotion. Vous travaillez sur justement cette expression émotionnelle, ce concept des émotions dans le sport. Vous l'avez appliqué au rugby. Mais avant d'aller vers le rugby, comment vous êtes arrivé là et qu'est-ce que ce concept dit pour vous? Alors, comment j'en suis arrivé là? J'ai commencé par une carrière d'entraîneur surtout. J'étais entraîneur, joueur et entraîneur, et dans ces deux vécus très sensibles à la dimension mentale de manière générale, émotionnelle de toute façon, sur l'impact sur la performance. Donc j'ai voulu aller plus loin pour essayer de chercher à optimiser ma pratique d'entraîneur. C'est comme ça que je suis allé dans le domaine de la préparation mentale, puis pousser encore plus loin pour aller dans le domaine de la recherche, parce que si on veut avoir un peu d'avance, il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe d'un point de vue scientifique et qu'on soit capable de connaître les dernières évolutions. Alors voilà comment j'y suis arrivé dedans. Est-ce que le coup de tête de Zidane est émotionnel? Oui, je pense de toute évidence. On pourrait presque même dire que c'est bien joué de la part de l'Italien qui était à l'origine du déclenchement. Je pense dans cette Coupe du Monde aussi à Trezeguet, même peut-être plus. C'est-à-dire, si je me souviens bien, c'était lui qui au tir au penalty manque le cadre. Il doit faire une barre, je crois. Dans un contexte qui est très particulier, puisqu'il avait, je crois, je ne suis pas fouteux, mais de mémoire, il n'avait pas joué la Coupe du Monde. Il se retrouve là en penalty. Il y a 80 000 personnes dans le stade, il y a des millions de téléspectateurs, un coach qui ne lui a pas fait confiance et un gardien qui le connaissait très bien en face. Donc tout autant de parasitages qui, on peut faire l'hypothèse, lui ont apporté un niveau d'anxiété qui a fait que très certainement ça a dû perturber son geste moteur, une petite hésitation, quelque chose comme ça qui fait que plutôt que de le mettre dans la lucarne, on le met sur la barre à ce moment-là. Et donc du coup des exemples dans le sport sur les aspects émotionnels, on en a des centaines par match en fait. donc en fait quand on parle de préparation mentale, il y a énormément de choses qui se travaillent, mais on en revient toujours à une chose, une finalité, c'est comment est-ce que on peut optimiser le vécu émotionnel et donc du coup toutes ses conséquences. C'est ce qu'on appelle aussi le triptyque de base du potentiel humain. Fabrice en a parlé. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est très fort entre le niveau de confiance, le sentiment de compétence, la motivation, donc les enjeux et leur implication justement sur le vécu émotionnel. Et donc quand on travaille sur cette intelligence émotionnelle, sur ces compétences émotionnelles, évidemment, de toute façon, avec les joueurs, mais aussi d'un point de vue groupal, ce qui est de l'ordre des dernières innovations, on va dire, en termes de préparation mentale, on travaille sur ces trois facteurs-là pour aussi améliorer nos performances. Alors, avant d'aller sur les détails de ces facteurs, je voudrais revenir sur ce que nous a proposé Fabrice tout à l'heure, à savoir les émotions primaires, la joie, la colère, la tristesse et puis la peur. Est-ce qu'il y a un déclencheur ou comment se déclenchent ces émotions-là? Est-ce que ces émotions sont nos alliés? Est-ce qu'on peut faire des alliés ou est-ce que ce sont plutôt un handicap? Fabrice. C'est un grand débat. Il y a plusieurs questions en même temps. Ça, c'est un débat qui existe depuis qu'on s'intéresse aux émotions. C'est la question de la nature aussi des émotions. Bon, à chaque fois que sont générées, alors les émotions, c'est quelque chose, alors c'est pas de l'ordre du réflexe, mais on en a tous. Bon, alors certains cas particuliers, un peu moindres, on va dire. Mais on a tous des émotions. Et en fait, il y a quelque chose qui va générer, c'est une situation qu'on va vivre et qui va être considérée par notre organisme, par nous, par notre cerveau finalement, quelque chose qui est très important. On parlait de Trezeguet tout à l'heure, mais il y a plein de variables, plein de facteurs, plein d'informations qui vont arriver et c'est comment je vais réguler tout ça. Et ça va générer chez nous alors une situation chargée en émotions, ça va générer chez nous des conséquences. Ces conséquences, elles sont physiologiques, elles sont psychologiques. Donc ça, évidemment, par exemple, quand on a peur, on va se mettre à trembler, on va mal articuler, on va avoir des tendances à se comporter d'une manière ou d'une autre. Donc c'est multidimensionnel, je dirais, l'émotion. C'est un concept qui est très intéressant de ce point de vue-là, scientifiquement, parce qu'il est psychophysiologique. D'ailleurs, il y a des débats là-dessus. Est-ce que l'émotion, c'est finalement notre cerveau qui se dit, tiens, il y a une émotion,
et ça génère des conséquences physiologiques, ou est-ce que c'est tout à coup, j'ai des conséquences physiologiques et ça va créer dans mon cerveau, ça génère une émotion parce qu'il y a tel ou tel pattern physiologique, biologique qui est généré. Ça, c'est un grand débat. Aujourd'hui, on n'est pas tous d'accord encore là-dessus, mais effectivement, c'est lorsqu'on se retrouve dans une situation, un facteur va impacter, ou d'autres, ou plusieurs d'ailleurs, va impacter, va générer chez nous cette émotion, et cette émotion-là, eh bien en fait, soit on la subit, la peur, la tristesse, la joie aussi, parce que parfois on s'emballe. Il y a eu des accidents parfois. Le joueur de foot qui va, parce qu'il est heureux de marquer un but, va commencer à faire des roulades et puis finalement finir à l'hôpital parce qu'il a fini sur la tête. Bien ces émotions, il faut plutôt les réguler, il faut plutôt les utiliser à bon escient. Donc elles peuvent être fonctionnelles comme elles peuvent être dysfonctionnelles. L'intérêt de l'intelligence émotionnelle, de ces fameuses compétences émotionnelles, c'est lorsqu'elles sont élevées, eh bien, on va apprendre à les utiliser à bon escient. Les nôtres, mais aussi celles des autres. Et ça, c'est très important puisqu'on va aller sur les deux versants, en fait, interpersonnel et intrapersonnel. Alors, justement, comment peut-on apprendre à réguler ses émotions? Parce que ça nous concerne dans le sport, mais ça nous concerne dans la vie de tous les jours. On a beaucoup de situations qui nous font peur ou qui déclenchent cette émotion de la peur. Il y a beaucoup de situations qui déclenchent aussi cette émotion de la colère et il est souvent dit comment calmez-vous, comment on peut justement les réguler? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des outils? Alors ça, je vais laisser Michael plutôt, mais effectivement, comme la préparation physique, comme la préparation technique, tactique, la préparation mentale, elle fait partie depuis quelques années dans la grande famille de la préparation de l'athlète, de l'équipe, mais également du coach. Ça peut être aussi chez les arbitres. J'ai pas travaillé sur la préparation mentale dans le domaine du sport, mais viens de soutenir une thèse en France, là à Caen, d'une de mes étudiantes dans le domaine de la santé. On a beaucoup de problèmes et en fait, ils sont entraînés à base de simulation, d'entraînement, de préparation. Michael connaît bien mieux parce que c'est le cœur de son travail en ce moment. Je vais le laisser plutôt évoquer tout ça. Quelles sont les méthodes qu'on va utiliser pour apprendre justement à réguler ses émotions et éventuellement même développer ses compétences émotionnelles? Michael, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on va faire il existe tout un tas de techniques, en fait, tout un tas de méthodes qu'on peut effectivement prendre dans le domaine de la santé, parce qu'effectivement, le travail a essentiellement été fait sur les connaissances sur l'anxiété, notamment. Donc, toute l'historique de la connaissance vient au départ de la santé, puis appliquée au travail et au sport et à d'autres domaines de performance. Donc, si vous voulez, il existe tout un tas d'approches, de techniques. Alors, on peut faire une rentrée par l'outil, c'est-à-dire, on a la relaxation, la respiration, on travaille sur la cohérence cardiaque, on a des stratégies qui sont plutôt d'ordre cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la fixation d'objectifs, tout ce qui est lié à l'imagerie mentale, à la répétition mentale. J'ai plutôt envie plutôt que de faire une énumération des techniques possibles, et j'en oublierai bien évidemment, plutôt évoquer les grandes familles, les grandes façons d'intervenir sur l'émotion, et notamment, on sait, alors selon les théories qui sont mobilisées, mais on sait que en gros, soit on peut attaquer le problème, soit on peut attaquer le ressenti émotionnel. Ça, c'est toutes les stratégies qu'on appelle les stratégies de coping. Si on va maintenant sur la notion de régulation émotionnelle, si on est un peu plus fin, on sait qu'on peut soit jouer sur la situation qui est génératrice d'émotions. Par exemple, éviter quelqu'un pour ne pas se sentir anxieux parce qu'on est en conflit avec, ou alors aller discuter avec cette personne-là pour régler la situation qui est anxiogène. Ça peut être essayer donc de choisir ces situations ou de les modifier. Mais ça peut être aussi des stratégies de déploiement de l'attention. C'est-à-dire que je suis sur une voie en escalade, j'ai peur du vide, je vais essayer de me centrer sur les aspects techniques, les prises sur la voie pour me décentrer justement de la situation. Fabrice, je pense, en attendant que Michael retrouve la connexion, je pense que vous avez préparé une présentation sommaire sur le concept de les compétences émotionnelles. Oui, alors l'idée c'est de faire un petit bilan un petit peu des travaux concernant l'intérêt
de l'étude, de l'examen des compétences émotionnelles dans le domaine du sport. C'est une sorte d'état des lieux de la littérature scientifique. Et puis, je laisserai plutôt Michael aborder tout ce qui est méthodologie et notamment les expérimentations qu'il a mis en cours. Donc, effectivement, on l'a dit tout à l'heure sur les compétences émotionnelles, les émotions, on les retrouve dans le domaine sportif et ça concerne pratiquement tous les acteurs, qu'ils soient joueurs, athlètes, coachs, entraîneurs, les arbitres aussi. Il y a quelques travaux qui commencent à émerger du côté du public également, parce que c'est assez important et on sait très bien en ce moment, en tout cas, on a quelques problèmes liés aux émotions, peut-être une surcharge d'émotions dans les stades français en ce moment. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le concept d'intelligence émotionnelle, c'est tout simplement, au départ, ça date des années 90, c'est identifier, comprendre, gérer les émotions, de manière à promouvoir notre développement émotionnel et intellectuel. Alors, c'est très intéressant et très vite, le domaine du management, le domaine du sport s'en est saisi. Parce que les émotions sont toujours là et on a vu les conséquences parfois néfastes. Même si, Michael l'a bien précisé tout à l'heure, il y a aussi un intérêt à travailler sur les émotions plutôt positives, évidemment. La grande difficulté, c'est que beaucoup de modèles, beaucoup de chercheurs se sont attachés à travailler sur les émotions. On dit souvent qu'il y a autant de définitions de l'émotion que de modèles et théories sur les émotions. Donc, ça en fait plusieurs dizaines. Et ça a été un peu la même chose sur le concept d'intelligence émotionnelle. Plusieurs modèles, plusieurs théories qui se sont parfois affrontées. Alors, je pense que dans la prochaine slide, il y a l'autre aussi, il y a le modèle. Vous parliez de modèle tripartite, c'est ça? En fait, oui. Il y a une opposition assez claire dans la manière de voir l'intelligence émotionnelle. Soit on le voit comme un trait de personnalité. Donc, c'est un trait qui est relativement stable, alors qui va se développer, évidemment, mais c'est un peu la question de la psychologie qu'on va retrouver dans tous les concepts. L'inné, l'acquis, hein, on va revenir un peu là-dessus. Mais donc, ça serait quelque chose de relativement stable, transsituationnel, quelle que soit la situation, on va le retrouver. Ou alors, on va l'opposer à quelque chose qui serait plutôt de l'ordre de l'habileté, de la compétence, c'est-à-dire qu'il pourrait s'apprendre et qui donc pourrait être variable et qu'on pourrait développer. Alors, Fabrice, si j'ai bien compris, quand vous dites, Fabrice, pardonnez-moi, je voudrais revenir sur ces deux notions. Quand vous dites trait de personnalité, je prends un exemple concret. Quelqu'un qui est colérique, on va dire, c'est sa personnalité qui est comme ça. Exactement. Mais cette expression de la colère n'est que, en quelque sorte, un état émotionnel. Oui, mais lorsqu'il va se retrouver dans une situation, on va dire, perçue comme stressante, eh bien, la colère va émerger beaucoup plus facilement, alors que quelqu'un qui aura un trait de personnalité peu colérique, on va dire, et on va le retrouver quel que soit, s'il considère ça comme un trait de personnalité, eh bien, cette personne va pouvoir réguler, ne va pas rentrer dans une colère rouge ou noire, peu importe, ne va pas exprimer comme ça sa colère, frapper dans un mur, voire un adversaire ou l'arbitre, hein, malheureusement, ça peut arriver. Et donc, ce trait de personnalité, finalement, il serait assez peu malléable. Et il y a eu plein de débats. Parce que de l'autre côté, ceux qui pensent que c'est une compétence, eh bien, ça s'améliore, ça se travaille. Et donc, quelqu'un qui aurait une sorte de trait un peu colérique, eh bien, en travaillant les compétences émotionnelles, en travaillant, en faisant de la préparation mentale, par exemple, eh bien, il va apprendre à réguler et presque ne plus devenir colérique. En tout cas, ce débat, il a opposé pas mal les chercheurs. Et finalement, quand on fait le point, il y a une chercheure qui s'appelle Moira Mikolajczak, qui est belge. Elle a synthétisé un peu tout ça et elle s'est dit, je retrouve toujours 5 grandes compétences. L'identification. En gros, quelqu'un qui a des compétences émotionnelles développées devrait être capable d'identifier ses propres émotions, mais aussi celles des autres. Ça peut être intéressant. Imaginez regarder quelqu'un, l'observer, être capable d'identifier ce qu'il est en train de ressentir en ce moment même. Ça peut être utile. Comprendre aussi, comprendre pourquoi moi je suis en colère, pourquoi je suis triste, pourquoi je suis frustré, pourquoi j'ai peur de tirer ce fameux penalty. Être capable d'exprimer aussi. Exprimer ses émotions, c'est extrêmement important. De laisser les autres aussi s'exprimer et de manière socialement acceptable. De réguler les émotions, le stress, évidemment. Et puis finalement, d'utiliser ces émotions à bon escient. J'ai telle ou telle émotion, comment je vais l'utiliser? Et là où va encore plus loin Moira Mikolajczak, c'est que ces 5 grandes compétences,
alors qu'on peut retrouver, en fait, ça serait une base et il y en aurait plein d'autres. Il y a même un modèle où il y a 16 compétences émotionnelles. Elles seraient déclinées en niveaux. Et ça serait un cadre aussi pour le développement. Premier niveau, c'est le niveau des connaissances. En fait, le premier niveau, c'est connaître les émotions, les processus sous-jacents à tout ça, alors physiologiques, psychologiques, mais connaître aussi comment je peux faire face au stress, les fameuses stratégies coping, alors plutôt sur le problème, plutôt sur les émotions, donc les techniques de relaxation et ainsi de suite. C'est les connaître, c'est déjà une première étape. Deuxième étape, c'est le niveau d'habileté. Eh bien, c'est quand je me retrouve dans cette situation stressante, eh bien, je vais mettre en place cette technique de relaxation. Je vais réévaluer la situation. Plutôt que de la voir comme une menace, je vais plutôt le voir comme un challenge, comme un défi. Et puis, plus je répète ces stratégies, finalement, au fur et à mesure, eh bien, ça va presque devenir totalement automatique. Ça va devenir une vraie disposition, presque un trait de personnalité, parce que à chaque fois que je vais me retrouver dans cette situation, sans trop y réfléchir, je vais appliquer cette disposition, cette méthode avant le match, pendant le match, enfin, ou la rencontre sportive, ou après la rencontre. Donc, ce modèle tripartite, il est intéressant parce qu'il permet de centrer, d'aborder ça comme une habileté, comme un trait. Ça résout pas mal de problèmes finalement, puis ça donne des pistes pour intervenir. Moi, c'était le cadre qu'on a utilisé dans le domaine de la santé, c'est amener des connaissances. Alors, ce n'était pas des athlètes, c'était des soignants, médecins, infirmières. Après, on leur a expliqué quelques méthodes. Et l'idée, c'est de choisir la méthode qui nous convient le mieux, finalement, en fonction du contexte, pour qu'après, finalement, dans leur milieu, alors ça peut être le milieu professionnel, sur le terrain, dans les gymnases, dans les dojos, eh bien, d'appliquer ces méthodes de manière quasi automatique pour que, finalement, ça soit plus efficace. Donc voilà l'intérêt du modèle tripartite, c'est très intéressant. Alors, si j'ai bien compris, Fabrice, et si tu, sous ton contrôle, bien sûr, celui de Michael, si je dois résumer, j'entends que d'abord, il faut prendre conscience de ses émotions, les accepter, accepter aussi les émotions des autres, c'est-à-dire donner de la place aux émotions des autres, si j'ai bien compris, les exprimer, parce que l'émotion, si elle est là, c'est pour qu'elle soit exprimée, et bien sûr, avec des méthodes, on arrive à les exprimer, pour que ce soit, je dirais, une expression positive, que ce soit une opportunité et non pas une menace. Est-ce que j'ai résumé rapidement ce concept tripartite? Oui, c'est un peu l'idée, sauf que chaque sportif, chaque athlète ne part pas avec les mêmes bases. Certains ont des difficultés à identifier tout à coup que on a une expression, la moutarde me monte au nez. Certains vont se mettre en colère, vont exploser, alors qu'ils auraient peut-être pu percevoir des prémices de cette colère qui est en train de monter. Si on est capable d'identifier le plus tôt possible qu'une émotion plutôt négative est en train d'émerger en nous, ou en train d'émerger chez notre adversaire, pour un arbitre, chez un joueur, d'anticiper ça, c'est mieux. Mais effectivement, certains vont avoir des capacités, des compétences émotionnelles plus ou moins développées. D'où l'intérêt de les monter le plus haut possible parce qu'elles vont nous rendre plus performants dans différents domaines. Donc, l'identification, compréhension, expression, tout ça, ça se travaille. Ça se travaille. Et en commençant d'abord par savoir de quoi on parle. C'est quoi une émotion? C'est mieux de connaître tout ça et puis après de donner des outils. Et puis après, que ça soit efficace effectivement sur le terrain. La première étape, c'est vraiment de connaître, de savoir de quoi on parle. C'est toujours important, moi j'aime bien qu'on m'explique quelque chose avant de mettre en œuvre finalement. Je pense que c'est extrêmement important, et que ça soit un sportif ou dans la vie quotidienne. Et à partir de ça, on va améliorer notre intelligence émotionnelle finalement. Dans les années 70, on parlait de l'intérêt de la préparation physique pour les sportifs. Les années 80, on parlait de l'intérêt de la préparation mentale pour les sportifs. Aujourd'hui, dans les années 90, les années 90, on a commencé à parler de la préparation des compétences émotionnelles. Comment cette intelligence émotionnelle impacte la performance sportive?
Alors, de différentes manières. Il y a eu pas mal de travaux sur les sportifs, les athlètes, mais aussi les autres acteurs. Je vais essayer d'être très synthétique. En fait, quand on s'intéressait au départ, on a juste fait des petites comparaisons. On a essayé de comparer les sports individuels, les sports collectifs, en se disant peut-être que les sports collectifs, il y avait une intelligence plus importante. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, en tout cas dans la littérature. On a comparé les hommes et les femmes. Alors, presque à notre surprise, les hommes seraient plus intelligents émotionnellement. Alors, je ne suis pas sûr que la comparaison soit très pertinente, sauf sur la régulation émotionnelle. Et sur le niveau de pratique, il n'y a pas de différence. Donc, on était un peu frustrés, mais c'était peut-être un peu trop simple. Quand on a été un peu plus loin, on s'est intéressé à la performance sportive. En gros, est-ce que ceux qui ont des compétences émotionnelles plus élevées sont plus performants? Alors oui, mais pour plusieurs raisons. En fait, ils sont plus performants parce que souvent, c'est ce que disait Michael tout à l'heure, il s'agit de la stratégie de coping. Comment je fais face à une situation stressante? Ce fameux trezeguet face à un but, avec toute cette pression, cet enjeu énorme qu'il y a sur les épaules, lui, il l'a vu peut-être comme un risque, comme une menace. Eh bien, si j'arrive à réévaluer la situation, si je travaille sur le problème et non plus sur pas seulement sur les émotions que je ressens, eh bien, cette stratégie pour faire face au stress, eh bien, elle est plus efficace. Donc, ça se joue là aussi. Alors, par contre, il y a, alors peut-être que Michael, il reviendra là-dessus. Pour l'instant, il y a assez peu de travaux sur la performance, le geste moteur. Il y a quelques travaux, mais qui sont encore soit ambigus, soit un peu contradictoires. Est-ce que quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle est plus précis? Est-ce que la qualité du mouvement est meilleure? Est-ce que la rapidité est plus importante? Ça, je pense que Michael aura plus d'informations. Donc déjà, sur la performance en tant que telle, sur la manière de gérer la situation stressante, ceux qui ont l'intelligence émotionnelle sont plus performants. Évidemment, sur les émotions, ce qu'on ressent, sur les expériences émotionnelles ressenties avant et pendant les rencontres, évidemment, c'est lié. Et en fait, ceux qui ont une intelligence émotionnelle plus importante ont une expérience et une perception émotionnelle différente. En fait, on ressent plus d'émotions positives, même si on perd, même si on a perdu, même si on n'est pas performant. En fait, l'intelligence émotionnelle, je vais utiliser le terme de protection. Ça nous protège. Je suis déçu, mais je ne vais pas nécessairement rentrer dans la colère, les hurlements, éventuellement l'agression. Donc, on ressent plus d'émotions positives. Et puis, avant la compétition, il y a une anxiété qui est moins importante. Donc, effectivement, là encore, c'est important. Et puis, quand on s'intéresse au stress, en fait, c'est un concept, moi, qui me paraît super intéressant, un peu comme les émotions, parce que c'est à la fois biologique, physiologique et à la fois psychologique. En fait, il y a des systèmes neuroendocriniens, neurophysiologiques qui rentrent en jeu. Et en fait, on va même aller regarder physiologiquement, biologiquement, ce qui se passe. Tout à l'heure, Michael en parlait, on va regarder ces sportifs au repos, en situation de stress. On va induire un stress, on va les mettre dans une situation importante, jugée importante pour eux, et on va évaluer soit le cortisol salivaire, donc avec un petit coton-tige ou un gros coton-tige dans la bouche, soit la variabilité de la fréquence cardiaque. Et on va s'apercevoir que ceux qui ont des compétences émotionnelles plus importantes vont être protégés. Ils vont avoir une variabilité qui est moins importante et un taux de cortisol qui est moins élevé aussi. Donc, l'intelligence émotionnelle nous protège de ce stress. On peut stresser à un niveau moindre que tous les autres. Et puis, ça parlera plus à Michael, évidemment, dans le cadre de la préparation mentale. Finalement, on s'aperçoit que, je dirais plus naturellement, plus automatiquement, les gens qui ont une intelligence émotionnelle plus importante, plus élevée, vont utiliser des habiletés, des techniques de préparation mentale qui sont plus facilement mises en place et qui sont aussi plus efficaces. Donc, le coping, la motivation, enfin, toutes les techniques de dialogue interne, d'imagerie mentale, ils sont plus performants. Donc là encore, c'est un intérêt. Et puis, et là, on s'écarte un petit peu de la performance, mais c'est aussi important. On s'aperçoit qu'il y a pas mal de sports aujourd'hui où le corps, il est important, où le poids est important. Moi, je suis un ancien judoka, j'ai passé 25 ans de ma carrière à être au régime. Et aujourd'hui, je souffre un petit peu. Et bien là encore, on va s'apercevoir que, notamment, ça joue un rôle protecteur. On s'aperçoit que les sportifs qui ont des troubles du comportement alimentaire, eh bien, ont plutôt une intelligence émotionnelle plutôt assez basse, assez peu élevée.
ceux qui ont une intelligence émotionnelle ont une image de leur corps qui est plutôt positive. Et puis, deuxième élément sur le fonctionnement individuel, il y a les sportifs, les jeunes sportifs. Ces jeunes sportifs qu'on retrouve dans les universités, dans les centres de formation, qui tentent un fameux double cursus. C'est difficile, hein. Sportif de haut niveau et performant à l'école, performance académique. Il y a peu de travaux encore là-dessus. Mais ce qu'on a fait à Caen, nous, en Normandie, on s'est aperçu que les étudiants qui étaient les sportifs et qui avaient une intelligence émotionnelle plus élevée, eh bien finalement, dans les examens, géraient mieux leur stress, ce qui semble relativement logique. Et s'ils gèrent mieux leur stress, à l'oral ou à l'écrit, généralement, ils sont foncièrement plus performants. Ils paniquent pas, il n'y a pas la peur de la page blanche. Donc, il y a peut-être un travail aussi à faire là-dessus, au-delà du domaine sportif. Alors, Fabrice, rassurez-moi, on peut avoir des compétences émotionnelles élevées, ce qui est le cas pour certains sportifs, certains étudiants. On peut aussi avoir des compétences émotionnelles basses, mais rassurez-moi, il y a des techniques aujourd'hui qui existent et des méthodes pour les développer. Oui, c'est ce que fait Michael. C'est ce que fait Michael individuellement, collectivement. On peut les travailler. Alors moi, je vous ai présenté le modèle de Nicolas Jacques. Hein, c'est de développer les connaissances, après d'amener des outils de différentes manières. Alors ça, c'est une manière relativement simple. Hein, et puis de suivre un petit peu, alors sur le terrain, et puis aussi par des outils, des tests, des questionnaires, voir un petit peu comment évoluent ces compétences émotionnelles dans le temps. Heureusement, effectivement, on peut les travailler. Mais il y a eu débat là-dessus. Hein. Certains pensaient qu'elles étaient fixées à vie et que si on avait une intelligence émotionnelle basse, eh bien, tant pis. Heureusement, aujourd'hui, et notamment dans le cadre de la préparation mentale, il est prouvé, il est démontré, ça se travaille et qu'on peut améliorer. Et heureusement, sinon, ça pourrait être un moyen presque de sélectionner les joueurs, les athlètes. Et heureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On va revenir avec Michael, je vais vous laisser finir Fabrice, et on va revenir avec Michael qui va nous faire une présentation sur l'application de ce concept des compétences émotionnelles et mentales au sein de la Fédération française de rugby. Mais je vous laisse finir quand même Fabrice avant de passer la parole à Michael. Oui, alors je termine très très rapidement. Évidemment, on parle des athlètes et on voit que la littérature montre que plus on a une intelligence, plus on a des compétences émotionnelles élevées, plus on risque d'être performant finalement. Mais ça concerne aussi les entraîneurs parce qu'ils sont au contact des arbitres, ils sont au contact aussi de leurs joueurs. Et il y a la notion de leader, de leadership. Être un leader, c'est comprendre, s'adapter aux besoins du sportif, c'est d'être dans l'empathie quand il le faut, pousser les joueurs quand il le faut. Parfois, certains, il faut les pousser, d'autres plutôt les protéger. Il faut pouvoir détecter ça en fonction des joueurs et c'est important, ne pas se tromper. Et ça va avoir un rôle très important, notamment dans la gestion du climat, du vestiaire, du terrain. Et c'est quelque chose qu'il faut là aussi travailler, même s'il y a finalement très peu de travaux. Et c'est la même chose chez les officiels, les juges, les arbitres. Ils sont essentiels. Sans arbitre, sans juge, sans officiel, il n'y a pas de sport. Et pourtant, pas de travaux quasiment sur l'intelligence émotionnelle chez les arbitres. Pourtant, ils ne cessent de communiquer avec les différents acteurs, avec le public, parfois les dirigeants, les administrateurs, les athlètes, et c'est eux qui doivent gérer le climat des rencontres. Comment ne pas étudier, comment ne pas travailler sur l'intelligence émotionnelle? Je sais que c'est fait sur le terrain, évidemment. Certains arbitres professionnels travaillent là-dessus. Mais je vais encore plus loin, moi. Je pense que travailler sur l'intelligence émotionnelle, ça va permettre aussi, parce que toutes les fédérations, ou presque, ont ce problème. Un abandon et un turnover assez régulier, malheureusement, des arbitres. Moi, je reste persuadé que si on travaille l'intelligence émotionnelle aussi chez les joueurs, chez ces officiels, ça va limiter finalement les abandons et le turnover. On n'a pas assez d'arbitres. Peut-être que c'est un moyen aussi de les aider à réguler. Mais encore faut-il travailler aussi ça du côté des joueurs pour justement éviter peut-être les agressions et ainsi de suite. Travailler sur le climat, ça me paraît important. Fabrice, si je dois à nouveau faire un résumé, je dirais cette compétence émotionnelle ou intelligence émotionnelle impacte, je dirais, fortement la performance sportive, le résultat, l'environnement. Mais j'ai noté qu'il est important de prendre conscience de ces émotions, d'être
connecter à ses émotions, mais en plus de ça, il faut savoir se connecter aux émotions des autres pour faire pratiquement, je parle pour les coachs, les entraîneurs et les arbitres, pour pratiquement faire une relation individualisée par rapport à chacun et à son état émotionnel. Alors, les travaux s'intéressent beaucoup justement à l'individu. Alors, je pense que peut-être que Michael abordera la dimension groupe, parce que c'est vrai que, par exemple, dans le domaine du rugby, on voit bien qu'un groupe, pour reculer ou avancer, et il y a cette fameuse contagion émotionnelle qui est importante, mais effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est à la fois intrapersonnel, c'est pour nous, ressentir, savoir utiliser ses émotions, les réguler au bon moment, mais aussi parce qu'on est dans l'interaction, dans l'opposition avec des adversaires, pouvoir exprimer des choses. Moi, quand j'étais combattant, sans le savoir, je travaillais sur cette dimension-là. J'étais un judoka, je me comportais pour, avant le combat, exprimer certaines choses, me comporter d'une certaine manière pour commencer déjà à faire peur à l'adversaire, lui faire ressentir des émotions de peur. Et sincèrement, quand vous avez un combattant en face de vous qui a déjà peur avant de combattre, vous avez déjà gagné presque le combat. Donc, et ça, on le fait presque naturellement. Et malgré tout, même moi, j'ai pas des compétences émotionnelles extrêmement élevées, mais j'ai très vite perçu que savoir reconnaître les émotions des autres, les utiliser justement pour être performant, c'est quelque chose qui pouvait vous être extrêmement utile pour nous rendre performants et tout simplement pour gagner. Alors, Fabrice, une dernière question, puis après, on va céder la parole à Michael. Maîtriser ses émotions, est-ce que c'est quelque chose qui va nous permettre en quelque sorte de maîtriser ses relations et développer des relations sereines et épanouies dans la vie de tous les jours en dehors du sport? Ah oui, complètement. La littérature, elle montre clairement que avoir des compétences émotionnelles élevées, en tout cas les développer, vont nous permettre finalement, c'est en termes de santé, de vivre bien mieux. On est plus en cohérence avec nous-mêmes, on est plus en cohérence avec les autres, on va moins réfléchir, on va moins ruminer, par exemple, on va savoir réguler nos émotions et savoir alors, les émotions, c'est pas quelque chose, même les mauvaises, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Il faut savoir les prendre et les utiliser, les réguler et presque les transformer en quelque chose qui devient moteur dans la vie. Donc, c'est bon pour notre santé, c'est bon du point de vue professionnel. Je dirais que c'est bon pour tout. Donc, il y a tout intérêt à travailler sur ces dimensions émotionnelles parce que pendant très longtemps, on a tout fait pour ne pas les exprimer, justement. Ben, si, justement, utilisons-les et exprimons-les, mais de manière socialement acceptable. Donc, c'est dans la vie quotidienne, tous les travaux montrent, voilà. Il y a un petit bémol. Il faut faire attention. Lequel? C'est démontré dans le domaine du management, quelqu'un qui a des compétences émotionnelles extrêmement élevées. Finalement, on pourrait tomber du côté obscur. Quelqu'un qui est capable de deviner facilement ce que vous pensez, comment vous percevez les choses, serait potentiellement capable de vous manipuler finalement. Donc, c'est un peu le côté obscur. Il faut faire attention si quelqu'un a des compétences émotionnelles très élevées, qui est capable de réguler ses émotions, de les manipuler, de les contrôler, éventuellement même de contrôler vos propres émotions, c'est quelque chose de potentiellement dangereux. Donc, il y a ce petit bémol, c'est le côté obscur de l'intelligence émotionnelle. On peut potentiellement devenir un manipulateur très efficace. En tout cas, chaque chose a sa partie d'ombre, mais ce que je retiens, l'essentiel, c'est que, et vous me corrigez si je me trompe, que les émotions sont indispensables, en quelque sorte, c'est quelque chose de vital, parce qu'il s'agit, et vous l'avez dit tout à l'heure, de sécrétion hormonale. C'est une réaction physiologique de notre corps, donc c'est quelque chose d'inévitable, en quelque sorte. Ce qui est important, c'est d'apprendre à mieux les gérer, à mieux les apprivoiser. C'est exactement ça. Il y a eu des travaux, je vous conseillerais alors, un des ouvrages qu'on cite souvent, c'est les travaux de Damasio qui ont montré que sans émotion, finalement, il n'y a pas de vie parce que sans émotion, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de but à atteindre. On commencerait quelque chose et peu importe la réussite ou l'échec, si on ressent rien,
eh bien, il ne se passe rien. Le sport n'existe pas. Sans l'émotion, le sport n'existe pas. Et ça, partout, dans la vie quotidienne, évidemment. Donc, on va même s'appuyer sur les émotions pour prendre les décisions. Encore faut-il bien les réguler et surtout ne pas se faire submerger par ces émotions parce que la décision peut être évidemment plutôt inefficace et inadaptée. C'est pour ça qu'il faut les utiliser. Et on évitera. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup. On va revenir vers Michael. Merci pour votre patience, Michael. Michael, on va voir avec vous l'application, je dirais, de ces compétences émotionnelles au monde du sport et plus exactement l'équipe de France ou la Fédération française de rugby. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce sport collectif. Oui. Alors, je m'excuse pour les problèmes de connexion qui arrivent forcément toujours au mauvais moment. J'espère que ça ira mieux. Et auquel cas, je suis sûr que Fabrice sera aussi compétent que moi pour pouvoir discuter de ce sujet. Et bravo Fabrice, parce que tu en parles super bien et ça fait plaisir pour une fois qu'on ait des collègues qui sachent réellement de quoi on parle quand on parle d'intelligence émotionnelle, parce qu'il y a beaucoup de confusion quand même qui se situe au travers de ça. Avant d'attaquer peut-être la présentation, je vais me permettre de rebondir un peu sur 2-3 choses qui ont été dites parce qu'elles font sens évidemment pour nous, pour moi. Notamment, je finis ce qui n'a pas été entendu tout à l'heure sur les façons de réguler. Je vous disais qu'on était capable de pouvoir jouer sur la situation. Je crois que ça a coupé à ce moment-là. Bien évidemment, on peut aussi se focaliser son attention et changer ses façons de penser. Et Hassan, quand tu parles de voir la situation comme n'étant pas risquée, mais plutôt comme étant une opportunité, on est complètement dans cette relecture de la situation, et c'est sincèrement une des méthodes, des approches plutôt qui est peut-être la plus efficace parce que la plus durable dans le temps, parce que c'est un état d'esprit finalement qu'on inculque. Et forcément, l'approche que Fabrice a mis en avant sur le modèle tripartite, c'est celle qu'on utilise nous dans les programmes, quels que soient les programmes d'ailleurs qu'on met en place, que ce soit sur l'intelligence émotionnelle ou sur le reste. Il y a fondamentalement, si on veut bouger quelque chose qui est assez stable, il faut d'abord savoir de quoi on parle, pour ensuite comprendre les outils et les mettre en application. Et il y a quelque chose qui est quand même fondamental là-dedans, c'est-à-dire qu'on a beau faire ce qu'on veut, tant qu'on ne fait pas d'aller-retour sur le terrain, c'est mort. Enfin, il faut de toute façon expérimenter et il faut qu'on ait des retours de terrain, il faut qu'ils accélèrent cette expérience. Quand on parle de préparation mentale, finalement, on dit, j'ai un collègue à moi à la Fédération française de rugby qui s'appelle Fabrice Brochard et qui disait que la préparation mentale, finalement, c'était mettre une vieille tête sur des jeunes épaules. C'est-à-dire qu'en fait, on va accélérer l'expérience par la connaissance, par le développement d'outils, mais c'est de l'expérience. Il faut absolument que ça rentre sur le terrain, d'où la nécessité quand même de pouvoir travailler en binôme très, très étroit avec les entraîneurs. Ça, c'est une des choses. Donc, finalement, le modèle de Moira Michalak est essentiel, je crois, dans l'approche, et je pense qu'elle a vraiment tout compris sur la préparation mentale, plutôt que de rentrer par de l'outil et faire de l'outil sans en comprendre les finalités. Je pense qu'on s'est trompé pendant un moment et que c'est important de passer par la connaissance. Sur tout ce qui est stratégie de régulation aussi, toute la littérature nous amène à comprendre des outils, des approches qui sont très individualisées. On parle de la fixation d'objectifs, l'imagerie, etc. Je ne reviendrai pas dessus. Mais finalement, on s'aperçoit maintenant qu'il faut aussi prendre en considération l'approche qui est collective. C'est-à-dire qu'on a des stratégies de coping collectif, qu'on appellera de la régulation interpersonnelle ou du communal coping selon les modèles théoriques. Mais en fait, ça revient à ce qu'ensemble, on trouve une force commune et une façon de faire pour réguler des émotions que l'on vit individuellement ou que l'on partage au sein du groupe. C'est d'ailleurs tous les travaux qui sont engendrés d'une manière scientifique ou d'une manière empirique dans les équipes, que ce soit sur nos équipes de France, mais que ça peut aller chez les Anglais, chez les All Blacks, chez les Irlandais, tout le monde travaille sur le comment est-ce que finalement, collectivement, on peut amener à réguler les émotions et puis finalement transmettre quelque chose. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand tu dis que c'est une façon de pouvoir réguler nos relations à l'autre, dans ce sens-là, nous, dans le domaine de la performance collective, si on est capable de pouvoir réguler ou d'influencer les émotions de l'autre, ça veut dire qu'on peut l'impacter directement sur sa propre performance. C'est-à-dire que si on est capable de pouvoir trouver des stratégies de régulation collective, vous avez peut-être vu, pour ceux qui s'intéressent au rugby, les bulles de maîtrise qu'on met en place. C'est une façon à la fois de pouvoir se recentrer et de réguler nos émotions à un moment donné, mais c'est aussi un message que l'on passe aux autres.
et beaucoup d'équipes le mettent en place. Donc il y a finalement dans cette préparation mentale, il y a aussi maintenant la prise en considération de comment est-ce que je peux influencer l'autre et notamment comment est-ce que je peux détecter son état émotionnel au travers du body language. Comment est-ce qu'il se comporte? Oui. Michael, si j'ai bien compris, juste une question rapide, j'ai bien compris. Le rituel, par exemple, le rituel tel qu'on le voit chez les All Blacks du haka, donc c'est une approche, c'est une technique pour réguler l'émotion collective, c'est bien ça? Alors, sans dire que c'est une technique de préparation mentale, parce que c'est quand même très culturel et presque ancestral chez eux, hein, donc faut pas. Mais fondamentalement, quand on étudie ça avec le regard d'un scientifique ou d'un expert dans le domaine des aspects mentaux et de la dimension émotionnelle, on ne peut pas passer à côté, même un entraîneur sait qu'on ne peut pas passer à côté de l'effet, de l'impact que ça peut avoir, bien évidemment. Il y a beaucoup d'équipes qui ont passé du temps à regarder comment est-ce qu'on va faire face à ça, pour ne pas prendre les émotions à ce moment-là. Donc, eux vont se mettre dans un état particulier, partagé, mais vont transmettre aussi quelque chose en face. Et nous, faut pas qu'avant qu'on ait joué, on se fasse déjà avoir. Grosso modo, c'est un peu ça. Et des fois, on a, pendant les périodes de préparation de match, il y a des équipes qui ont travaillé spécifiquement sur comment est-ce qu'on va faire face. On pense notamment à l'équipe de France sur une finale, la finale de 2015 ou je sais plus, la finale en Nouvelle-Zélande de la Coupe du Monde où on est contre les Blacks chez eux et où l'équipe de France arrive en V comme ça. Donc ça n'a pas été travaillé pour le savoir, pas forcément été travaillé, mais en tout cas ça a été discuté avec les joueurs sur le fait de dire on fait quelque chose, on se laisse pas avoir comme ça. Il y a des équipes de France qui ont bossé chez les jeunes. Je me rappelle avoir eu ce retour, qu'on vraiment bossé beaucoup sur le haka. Et on a peut-être oublié les fondamentaux du rugby par ailleurs, et donc du coup on passait plus de temps sur le haka que sur le jeu. Alors c'est caricatural ce que je vous dis, mais en fait c'est le ressenti un peu qu'on a eu et qu'on a mis du coup du temps à se remettre dans le match. Bref, bien évidemment le haka est une façon. Alors c'est culturel, c'est pas une technique d'influence, mais c'est bien culturel, mais qui ne laisse pas neutre d'un point de vue émotionnel. Il suffit de le vivre ou il suffit de le voir pour savoir comment ça peut impacter, bien évidemment. Alors, Michael, juste une question très, très rapide. Vous parlez tantôt de l'intelligence ou des compétences émotionnelles et de la préparation mentale. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence entre préparation mentale et compétences émotionnelles? Oui, alors la préparation mentale, ça va être l'approche de l'entraînement. C'est qu'on va parler de préparation physique quand on va mobiliser des connaissances en physiologie du sport. La préparation mentale, on va mobiliser des connaissances en psychologie du sport pour les appliquer et trouver des approches d'entraînement pour développer des compétences. Donc là où je vais faire une confusion clairement sémantique dans mon approche, je vais parler de manière interchangeable d'intelligence et de compétences émotionnelles. Fabrice en a parlé, bien évidemment. C'est ce que moi, Nicolas Jacques a mis en avant. C'est-à-dire qu'il y a, bien évidemment, il y a le trait. Donc, on va parler plutôt peut-être d'intelligence, mais en même temps, il y a des capacités. Donc, on va parler de compétences. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mobiliser et de développer les compétences pour qu'éventuellement, ça puisse faire bouger un trait et que ça soit plus durable. Mais si, effectivement, et Fabrice, je te rejoins complètement là-dessus, hein, si on n'a pas cet aspect compétences, ça ne sert plus à rien finalement, puis on sélectionne les gars par rapport à ça, ou les filles, parce que ils sont à 15 ans, ils sont comme ça, donc ils ne bougeront plus. J'ai entendu par ailleurs, il faut quand même qu'on se méfie, mais j'ai entendu ce genre de propos. À 15 ans, on les teste, on sait comment ils sont, et donc du coup on peut sélectionner là-dessus. C'est une grosse erreur, bien évidemment, à la fois théorique et encore plus sur les aspects terrain, bien évidemment. Alors, revenons, Michael, à ce que vous avez, à cette expérience que vous avez mis en place au sein de l'équipe de France de rugby. Quels étaient les résultats? Pour faire assez simple, mais je pense que c'est important aussi qu'on contextualise. Un partage d'expérience avec certainement une audience d'entraîneurs et l'athlète, c'est aussi intéressant d'avoir ce partage d'expérience interfédéral, si on peut dire ça comme ça. En gros, il faut déjà qu'on se resitue dans le contexte qui est un contexte que l'on appelle à haute intensité émotionnelle, pour reprendre les termes de terrain sur la haute intensité physique. Coupe du Monde, alors c'était pas l'année dernière parce que c'était reporté, mais c'est cette année. Coupe du Monde
rugby à 15 2021, rugby à 7 2021. Donc, on a eu les JO juste avant. L'année d'après, en 2023, la Coupe du Monde rugby à 15 masculin en France, JO en 2024 à Paris, et la Coupe du Monde féminine, donc du coup l'autre Coupe du Monde féminine en 2025, peut-être probablement aussi en France, si j'ai cru peut-être entendre parler des volontés de l'organiser chez nous. Donc en fait, on a une série d'événements majeurs qui vont en plus se situer chez nous avec toute la pression que ça peut mettre, ou tout l'enjeu en tout cas que ça peut avoir. Donc en fait, si vous voulez, on a eu il y a quelques années de ça, alors ça fait longtemps qu'on travaille sur la dimension mentale de manière générale à la Fédération française de rugby, depuis les années 2000 notamment, et on a eu cette volonté, et notamment avec le DTN actuel, qui est Didier Rétière, cette volonté d'arrêter de prendre en compte cette dimension mentale, émotionnelle, comme d'une manière très très empirique, à mode d'un chef de meute, comme il le dit dans la préface de ce livre sur la dimension mentale en rugby. Et il a eu la volonté qu'on investisse ça d'une manière scientifique, c'est-à-dire qu'on amène l'accompagnement scientifique à la performance dans le domaine de la psychologie du sport. Alors très clairement, on a intégré les formations, on a commencé à accompagner les équipes de France. On a en 2018, si vous voyez sur cette ligne-là, on a mis en place le programme de recherche dont je vous expliquerai un peu plus en détail juste après sur le développement de l'intelligence émotionnelle, qui a fait émerger pas mal de prise de conscience de cette importance et du fait qu'on pouvait l'intégrer dans une démarche d'entraînement. Très clairement, on crée un pôle de préparation mentale et d'accompagnement des staffs, et puis c'est un enchaînement qui se met en place avec énormément d'actions qui se mettent en place dans le domaine de la préparation mentale, comme vous pouvez voir, où on essaie d'approfondir les connaissances, mais aussi d'accompagner les équipes, de former les entraîneurs et bien évidemment d'intervenir. Donc, si vous voulez, dans cette contextualisation, ça a été une des pierres, qui n'est évidemment pas la seule et qui n'est pas la majoritaire, bien évidemment, puisqu'avant tout, ce sont les joueurs et avant tout, c'est le travail des entraîneurs. Mais ça a apporté comme une pierre, une espèce de transformation qui opère, où on passe, si vous vous rappelez bien, d'une équipe de France avec des équipes de France, avec des aléas de performance, à des équipes de France qui performent plus, deux titres de champion du monde en 2020, l'équipe de 15 de France que l'on connaît à l'heure actuelle et qui a une grosse prise en considération de la dimension mentale. Fabien Galtier en parle tout le temps sur les aspects émotionnels, il travaille là-dessus, et leur façon de travailler, comme dans nos équipes de France à 7 par exemple, c'est une prise en compte continue de la dimension émotionnelle, et on met en valeur notamment notre équipe féminine de rugby à 7 qui est médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Donc en fait, si vous voulez, globalement, il y a une prise en compte de la dimension émotionnelle par les entraîneurs. Et c'est quelque chose qui est fondamental, parce que fondamentalement, si les entraîneurs ne prennent pas le train, on a beau avoir des intervenants, on a beau avoir des dirigeants qui voudraient le prendre en compte, ça passe d'abord par les entraîneurs. La préparation mentale passe d'abord par les entraîneurs dans leurs relations. Parce que s'ils ne prennent pas conscience de ça, leur relation peut aller à l'encontre du travail qu'on peut faire dans le développement des compétences émotionnelles. C'est-à-dire qu'on peut leur apprendre à gérer leurs émotions. Si le comportement de l'entraîneur il est fracassant, par exemple, la compétence elle va juste être utile à gérer la mauvaise relation que j'ai avec l'entraîneur, tout simplement. Donc ça passe par là. Je vous interromps 2 secondes. Comment vous faites? Est-ce que vous formez les entraîneurs à cette approche de l'intelligence, enfin des compétences émotionnelles et de la préparation mentale, ou bien en plus de leur formation, il y a toujours l'intervenant sur l'intelligence émotionnelle et la préparation mentale? Alors, notre philosophie est la suivante. On prend la métaphore de l'entraîneur comme étant le premier préparateur mental des joueurs et de l'équipe. Mais c'est notre philosophie. Formé quand même pour les techniques de préparation. Alors justement, on ne peut pas dire ça et ne rien faire à côté. donc on met l'importance sur l'entraîneur parce que les études montrent que c'est la personne qui a le plus d'influence sur les états émotionnels des joueurs, par sa relation, par rapport à son pouvoir décisionnel, par rapport à ce qu'il représente symboliquement.
Donc en fait, effectivement, on grille un peu les étapes de la présentation, mais peu importe. Bien évidemment, on a mis en place toute une sensibilisation auprès des entraîneurs et on a monté un diplôme spécifique, une formation spécifique dédiée aux entraîneurs des équipes de France et de nos académies pour qu'ils soient formés aux bases de la psychologie du sport, pour qu'ils puissent optimiser leur propre pratique en tant qu'encadrant. Mais ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des préparateurs physiques qui viennent, des analystes de la performance, parce que chaque action qu'ils peuvent mettre en place au sein du staff peut avoir une implication sur le stress vécu par les athlètes. Donc on forme, bien évidemment, c'est notre outil le plus puissant que l'on peut avoir parmi le reste. Par contre, ça ne nous empêche pas, en même temps, dans une forme d'accompagnement et de formation continue, de les sensibiliser, mais d'accompagner les entraîneurs. C'est-à-dire que on pense par exemple sur à peu près tous les entraîneurs, ils ont des besoins, et puis ils vont essayer de mettre en place des choses auprès de leurs équipes. Et nous, en back-office, en base arrière, comme on dit chez nous, on va débriefer avec eux, les accompagner pour qu'ils puissent être en mesure de mettre en place certaines choses. Et le troisième point, c'est quand vraiment il y a des besoins d'expertise fortes ou quand il y a un manque de temps, ce qui est possible aussi, là on intervient directement auprès des équipes, ce qui se passe par exemple sur différentes équipes de France. Mais avant de revenir là-dessus, peut-être je vous parle un peu de notre approche. On a élaboré un modèle sur la base des connaissances scientifiques et empiriques. Et dans ce modèle qui est bien plus complexe que celui que je vous propose ici, on a la partie de la performance individuelle avec notamment ce triptyque de base qui est l'état émotionnel, la motivation et la confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, l'intelligence émotionnelle qui effectivement maintenant, quitte à refaire le modèle, je parlerai plus de compétences émotionnelles puisqu'à l'époque, on n'avait pas encore cette notion-là qui était trop connue. Cette notion de compétence émotionnelle, en fait, elle va venir driver un peu ce triptyque de base. Donc, on a intérêt à bosser sur ces compétences émotionnelles comme étant un facteur d'optimisation de la performance et des habiletés, en tout cas des ressources du joueur. Je vais faire juste une aparté sur l'équilibre affectif qui est juste en haut là, parce que ça fait écho à ce que Fabrice a dit, notamment sur la vie de tous les jours. Je ne sais plus comment tu l'as formulé, la vie de tous les jours de l'athlète. Tu parlais notamment des troubles de comportement alimentaire, de l'équilibre affectif en fait du joueur ou de la joueuse en dehors du terrain finalement. Il faut bien qu'on ait conscience, et notamment ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être encore en études ou en formation, il faut bien avoir conscience que le sport de très haut niveau, c'est un écosystème qui est très très particulier. Et je pense par exemple à nos joueurs de rugby à 7 qui peuvent être sur une saison, on va dire à peu près normale, sans parler de crise sanitaire et de tournois annulés, qui peuvent être 200 jours en dehors de leur famille. Et ça vient perturber. C'est être évalué constamment par les médias. On est à peine sorti d'un match, qu'on a déjà des notes qui nous tombent dessus, on a les critiques qui nous tombent dessus, on a cette pression, bien évidemment, économique, évidemment, mais médiatique, politique parfois. Là, par exemple, avant le tournoi, puisque ça s'est su, bien évidemment, il n'y avait rien de caché, mais avant le match contre la Nouvelle-Zélande, il y a le président de la République qui est venu nous encourager. C'est super, mais comment finalement, quel est l'impact que ça peut avoir d'un point de vue émotionnel? Est-ce que finalement ça me motive ou est-ce que finalement ça me met plutôt la pression? Enfin, en tout cas, il y a un environnement qui est très très particulier par rapport au sport de très haut niveau et qui joue sur l'équilibre affectif. Et ça, c'est sans compter ce qu'on vit à l'heure actuelle à échelle planétaire avec le Covid, bien évidemment, où on a eu des bulles sanitaires comme on a connu, où on a des joueurs qui ont été 9 semaines juste entre eux sans jamais revenir dans leur famille. Je parle des joueurs, mais Fabrice en a parlé aussi, je parle aussi des entraîneurs, parce que eux aussi sont dans cette situation-là, et ils ont tout intérêt aussi à être capables de pouvoir avoir ces compétences-là, les développer pour gérer de telles situations qui sont si particulières au sport de haut niveau. Donc, est-ce que, Michael, une question justement, vous avez parlé des périodes de confinement. Est-ce que vous avez observé ou vous avez pu observer un impact sur, je dirais, l'équilibre affectif, sur les émotions et aussi sur le mental de vos joueurs durant cette période de pandémie?
Oui, oui. Alors là, on a la chance d'avoir une structuration qui est quand même très, très au point à la Fédération française de rugby. C'est-à-dire que là où je vais être en charge de la préparation mentale, on va avoir aussi le secteur médical qui va avoir une psychologue qui s'est chargée notamment de la gestion psychologique, en tout cas de l'accompagnement psychologique des joueuses et des joueurs qui pourraient être en détresse pendant cette période-là, sans faire de cas particuliers, mais de manière générale, que ce soit dans le rugby, mais comme ça soit dans l'autre sport, il y a beaucoup d'études qui sont en cours ou qui sont sorties. Fondamentalement, il y a eu des impacts, bien évidemment. Il y a eu des impacts parce que on peut très simplement s'apercevoir des conséquences. Je veux dire, quand on est par exemple en fin de carrière, imaginez-vous ça, on est en fin de carrière, j'ai tout donné pendant 4 ans pour faire les JO et les JO sont reportés d'un an. Ben, ça questionne beaucoup. Est-ce que finalement, je vais être capable encore 1 an plus tard de pouvoir être performant ou être performante je sais pas moi, une joueuse. Justement, Michael, je m'adresse à vous, mais aussi Fabrice peut intervenir sur ma question. Est-ce que des athlètes dans ce cas de figure, qui sont impactés, qui perdent parfois leur motivation, et je dirais ils ont du mal à revenir au sport de haut niveau, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des méthodes pour les accompagner, pour réguler, retravailler sur leurs, compétences émotionnelles, sur leur force mentale? Est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour accompagner ces sportifs de haut niveau pour revenir au haut niveau et retrouver un degré de motivation? Alors, si je peux m'exprimer là-dessus, quand on est sur ce type de problématique, un accompagnement est nécessaire. C'est-à-dire un espace dans lequel, en toute confiance, la personne peut se livrer dans ses doutes, dans ses craintes, et sans avoir la peur d'être jugée. C'est-à-dire que le côté rentré par l'outil pour gérer une baisse de motivation qui est liée au Covid, ça peut venir en complément, mais l'approche, elle est quand même, en tout cas, dans ce que l'on va prôner, elle est quand même d'avoir une écoute qui va pouvoir être bienveillante et qui va pouvoir questionner. Et c'est pour ça notamment qu'on a les services de quelqu'un, d'une psychologue qui est spécialiste dans ce domaine-là, très, très clairement. Je ne suis pas prêt, Fabrice, si tu veux rebondir par rapport à ça. Non, ça confirme en fait. Il ne fallait surtout pas laisser. Alors, je parle des athlètes, mais c'est aussi les professionnels, c'était les enfants les plus jeunes, les périodes d'isolement, de confinement comme ça. C'était de les accompagner, de rester là et puis d'avoir une écoute attentive. On s'en a aperçu. Les gens qui se sont retrouvés entre guillemets isolés. Par la suite, c'est beaucoup plus difficile de se remotiver, ainsi de suite. Michael prenait l'exemple de ces athlètes qui se préparent pendant des années et à qui on dit maintenant c'est dans 12 mois. Ça change complètement la donne et on a vu certains qui il a fallu se battre pour justement revenir à un niveau de motivation suffisamment élevé pour reprendre la charge d'entraînement qui sont des charges lourdes et compliquées. Moi, je pense que ce qui était important, et on l'a vu surtout chez les plus jeunes en dehors du sport, c'était un accompagnement tout le long. C'était de proposer un travail, alors qu'il soit mental ou physique, mais d'abord physique aussi aux athlètes pendant ces périodes-là. Et puis après, effectivement, d'avoir quelqu'un pour ces athlètes auprès de qui se confier. Parce que ça ne peut pas être toujours l'entraîneur, parce qu'il y a aussi une appréhension de se confier à l'entraîneur ou à un partenaire d'équipe, des choses comme ça. Donc d'avoir quelqu'un qui va vous aider, qui va vous écouter, qui va vous orienter. Et finalement, la force, elle doit être en nous, effectivement. Merci Fabrice. Alors, je vous laisse continuer, Michael. Vous étiez sur les programmes de développement. Oui. Pour ce qui est du coup des programmes de développement, comme l'a dit Fabrice, c'est un concept qui a été en pleine expansion parce qu'on a découvert sur le fait qu'on puisse développer ses compétences et que c'était pas forcément qu'un trait. Par contre, dans les travaux qui ont été menés par Fabrice et ses collègues, on a pu voir dans des revues de littérature, notamment, qu'il y avait une hétérogénéité des programmes qui était assez importante, pouvant aller de 4 heures d'intervention à 30 heures, des suivis, du groupe, de l'individuel, bref. Donc finalement, difficile à s'y retrouver avec peu d'évidence scientifique dans le monde spécifique du sport quand même, parce que les programmes c'est un peu hétérogène et donc du coup avec aucune prise en compte de l'écologie de la pratique, c'est-à-dire aucune prise en compte réelle de ce que sont les contraintes d'une préparation d'un match de haut niveau. C'est-à-dire en gros, on n'a pas le temps. Très clairement, on n'a pas le temps.
on a très peu de temps si jamais on veut vraiment en mettre, et en plus, on n'est pas sûr d'être dépendant, de vouloir être dépendant de quelqu'un qui vienne notre staff pour faire ça. C'est ça la réalité aussi. Hein. C'est donc, si on veut essayer de travailler ça, il faut qu'on la prenne en considération. Donc en fait, on a développé des programmes. On avait déjà développé un programme avec une équipe professionnelle. Je vais assez rapidement sur ce programme-là. On a eu cette principale limite, c'est que quand on a 40 joueurs à travailler en individuel, on voit le premier, on voit les 40 autres, les 39 autres, puis pour revoir le deuxième, il nous faut un mois et demi. En fait, on a tout perdu. On a tout perdu sur l'effet potentiel parce qu'il n'y a pas assez, comme tout apprentissage, il n'y a pas assez de récurrence, pas assez de fréquence. Donc du coup, on a retravaillé, hein, on a eu des résultats, mais pauvres finalement. Et on a retravaillé avec la participation de l'INSEP notamment qui a financé ce projet et la volonté de la Fédération française de rugby, un programme qui était complètement adapté aux contraintes. C'est-à-dire qu'on a dit voilà, on voudrait tenter de développer les compétences émotionnelles des joueurs. On a dit ça à des entraîneurs nationaux. Durant la semaine de préparation d'un match, qu'est-ce que vous nous donnez comme contrainte ? Ou qu'est-ce que vous nous donnez comme liberté, peu importe comment on voit la chose. Et nous ont dit, au mieux que je puisse faire, je peux vous donner 3 sessions d'1 heure en une semaine. Mais c'était le jeu, quoi. Et c'est ça qui a été fantastique dans cette étude, c'est qu'on est parti du terrain, des contraintes du terrain. Donc là, on se dit, 3 sessions d'1 heure, on va pas faire grand-chose, mais on va quand même tenter le coup. Donc on a fait ces 3 sessions d'1 heure par jour, sur 3 jours consécutifs, en milieu de semaine avant le match. On a eu un échantillon de 96 joueurs qui étaient en sélection pour une équipe de France moins de 18. Et surtout, ce qu'on a voulu voir, c'est est-ce qu'on peut avoir des effets, c'est une chose, et est-ce qu'on peut avoir des effets quand celui qui implémente le programme, il n'est pas spécialiste du domaine. C'est-à-dire quand c'est un entraîneur, quand c'est un membre du médical, parce que souvent, en absence d'un spécialiste, des fois, ils prennent en main cette donnée. Et donc, du coup, on a formé ces 2 personnes-là, membres du staff, donc un qui a la décision, l'autre qui ne l'a pas, notamment, sur ce programme, comment est-ce qu'on le délivre, etc. En faisant l'hypothèse que la moindre compétence par rapport à l'intervenant va être largement comblée par rapport à la proximité qu'ils vont avoir avec les joueurs et le vécu d'une expérience commune. C'est-à-dire que quand moi, je vais arriver, je vais vous parler du haka contre les All Blacks, je vais pouvoir le parler d'un point de vue très conceptuel finalement. Quand l'entraîneur va parler du haka avec les All Blacks, ils vont vous dire, rappelez-vous la dernière fois qu'on a joué les Nouvelle-Zélande. Rappelle-toi comment toi tu as réagi, et lui qui était en pleurs, et lui machin, etc. Et ça va parler, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'engagement, plus d'intensité. En tout cas, c'était l'hypothèse qu'on faisait. On faisait l'hypothèse qu'un entraîneur formé au protocole pouvait aussi avoir des résultats. Donc, on a fait des mesures, pré-post bien évidemment, avec le profil des compétences émotionnelles qui sort justement des travaux de Moira, Nicolas Jacques, qui a été en langue française. Et donc, du coup, en fait, on a eu des résultats plutôt intéressants, c'est-à-dire qu'en aussi peu de temps, on a quand même été capable de développer des compétences, ce dont on craignait un peu avec ces contraintes. On était capable de pouvoir développer des compétences, des mots d'expression et de régulation notamment, mais on a vu aussi qu'on avait des effets qui étaient différents quand on prenait en compte l'intervenant, le préparateur mental qui était moi J'avais eu quelques résultats sur la régulation des émotions. Et pour ce qui est de l'entraîneur, il a eu des résultats sur l'expression des émotions. Et en fait, ce que ça nous a appris, c'est que dans des situations qui sont très contraintes, parce que là, 3 séances d'1 heure avant un match, c'est ultra contraint. On a été capable de bouger quelque chose en termes de compétences, mais je vais y revenir par rapport à la limite de cette étude. On a été capable de bouger certaines compétences et surtout, on a été capable de démontrer qu'un entraîneur pouvait être aussi capable d'avoir des résultats. Ce qui nous a amené justement à valider cette hypothèse du fait qu'il fallait aussi former des entraîneurs, parce que si les entraîneurs sont capables de pouvoir mener ce genre de programme, ça veut dire qu'il y a une liberté qui devient folle puisqu'ils sont maîtres de leur planification d'entraînement. Et donc plus dépendants de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire quand ils sont à 3000 km du lieu d'entraînement et que tout change, parce que tout change, le programme change systématiquement, ils peuvent l'implémenter quand ils veulent. Et ça, c'est génial parce que derrière ça, il y a une appropriation des concepts qui vont beaucoup plus loin.
Je cite par exemple Jérôme Darret, qui est l'entraîneur sélectionneur de l'équipe de France à 7 de rugby masculin, qui a fait ce type d'entraînement notamment, qui l'a mené. J'étais en back-office, justement, en base arrière pour débriefer avec lui, mais qui allait beaucoup plus loin que le programme en lui-même, c'est-à-dire qu'il l'a réappliqué sur le terrain, il a développé des méthodologies d'analyse vidéo, de débriefing de match. Il allait beaucoup plus loin parce que l'entraîneur maîtrise son contexte beaucoup plus qu'un intervenant extérieur. Donc l'intervenant, nous, là, c'est vraiment, on vient en appui, et quand les entraîneurs se l'approprient, c'est génial. Et par rapport à cette étude, l'erreur qu'on a faite, c'est de prendre un questionnaire qui est un questionnaire d'évaluation du trait. Alors, ça va te parler, Fabrice. C'est-à-dire que on n'a pas voulu bouger la consigne, malgré d'ailleurs des échanges avec Moira, Nicolas Jacques, qui était plutôt favorable. Et si vous voulez, la consigne, c'est en général, comment est-ce que tu régules tes émotions, pour faire simple. Et je voulais absolument, mais on n'a pas réussi à le faire, puisqu'on est dans un consortium aussi, et il y a une décision qui est collective, dire, mais en général, avant un match, qu'est-ce que tu fais ? Donc, c'est-à-dire contextualiser cette compétence-là. Et je suis persuadé que si on avait eu ça, au regard des résultats sur des choses qui normalement sont stables, et en 3 jours, arriver à les bouger, ça devient un résultat qui est vachement intéressant parce que théoriquement, ça aurait été vraiment plus difficile que ça de le faire bouger. Je suppose que si on l'avait contextualisé, on aurait eu encore d'autres résultats bien plus importants. Bref, là, ça nous a démontré, ça nous a mis une lampe de lancement, une rampe de lancement sur la prise en considération de cette dimension-là, parce que ça nous a montré qu'on avait de l'évidence scientifique, ça nous a montré qu'on était capable de pouvoir le planifier comme on planifie un entraînement, c'est-à-dire qu'on est complètement dans l'écosystème, et ça nous a montré qu'un entraîneur pouvait aussi, en l'absence de quelqu'un spécialiste dans ce domaine-là, pouvait le prendre en considération et le mener lui-même. Ou elle-même. Et donc ça, du coup, ça nous a amené à développer tout un tas de projets de recherche sur l'accompagnement scientifique. J'en cite 2 ici pour la culture aussi, ou la culturation par rapport à ce que l'on fait ici. On a un projet de justement développement des compétences émotionnelles des buteurs au travers de la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on a développé tout un environnement où on modifie les paramètres d'audience, de score, de pluie ou pas, etc., pour pouvoir travailler sur le stress et du coup les régulations. On a un fameux projet Team Sport qui lui va prendre en considération l'effet de l'appartenance au groupe sur les émotions que je vais ressentir. Donc ça, c'est un très gros programme qui est avec les 5 fédérations de sport collectif, le volley, le handball, le foot, le basket, et puis nous. Donc on a une grosse priorité à l'accompagnement scientifique. Aussi, ce qu'on a dit tout à l'heure, où on avait un peu spoilé du coup cette diapo, c'est l'importance de la formation des entraîneurs. Encore une fois, ça reste pour moi l'outil le plus puissant, et la volonté que l'on a, c'est d'arriver vraiment à ce qu'on ait un maximum d'entraîneurs à la fédération, et j'espère même que ça va attirer les entraîneurs de club, parce que c'est en train de les attirer sur cette formation aux connaissances de base en psychologie du sport pour améliorer leur pratique d'encadrement, pas pour devenir préparateurs mentaux, pour juste optimiser leur pratique d'entraînement. Derrière, on a aussi planifié maintenant la préparation mentale dans les semaines aux échéances internationales, puisqu'on a vu qu'on pouvait le faire. Donc, chaque semaine, il y a ce qu'on appelle des practices qui sont mises en place auprès des équipes pour travailler cette dimension-là. On a mis en place des outils, je vous ai parlé des bulles de maîtrise que vous avez vu avec le 15 de France notamment, qui se fait déjà depuis plus longtemps avec les France jeunes, et je pense notamment au travail qui avait été fait à l'époque avec Seth Piqueronis, qui avait été champion du monde 2 fois avec son équipe. C'est aussi tout ce qui est la lecture du body language, des codes de communication. On prend en compte cette dimension collective des émotions, notamment dans la préparation aux échéances. Et puis finalement, la dernière chose que ça a amené, c'est aussi un plan d'accompagnement, un plan de développement des habiletés mentales et notamment des compétences émotionnelles sur les 3 ans d'académie. Alors, c'est des académies Pôle Espoir où on les entraîne sur les 10 dimensions que Fabrice vous a présentées, donc les 5 compétences en intra-individuel et les 5 compétences en inter-individuel, enfin en interpersonnel plutôt, où du coup on entraîne à développer ces compétences pour qu'on les récupère d'ici quelques années en équipe de France avec toutes les compétences requises. Voilà pour le partage que je pouvais vous faire sur le travail qu'on faisait à la Fédération française de rugby. Merci beaucoup, Michael, pour, je dirais, cette application de ces compétences émotionnelles et aussi de la préparation mentale, je dirais, sur le terrain avec des études scientifiques très rigoureuses et qui montrent d'une façon
clair l'impact de la prise de ces dimensions émotionnelles et mentales sur la performance. Bon, bien sûr, c'est plus quelque chose à prouver, mais ça le démontre à nouveau. Mais moi, ce que j'ai retenu, 2 points, c'est cette idée de l'écosystème. Le sport de haut niveau est un écosystème composé de plusieurs éléments dont vous avez parlé tout à l'heure, Michael. Et deuxième point qui me semble important, c'est toujours impliquer les entraîneurs, les coachs qui sont dans cette proximité avec les sportifs. Merci beaucoup, Michael. Merci, Fabrice. Avant de nous quitter, je voudrais quand même, avec votre autorisation, aller chercher des questions des personnes qui nous suivent, que je remercie d'ailleurs. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions, pour vos remarques et pour vos remerciements à vous aussi. Tout ça, on le fait vraiment pour vous, pour qu'il y ait cette dynamique autour du sport national et le sport francophone, parce qu'avec nous aussi, il y a des amis d'Afrique et des pays francophones. Alors, Fabrice, Michael, je voudrais prendre comme ça au hasard des questions. Il y a une question qui me semble intéressante. C'est une question de Abdelkarim Younsi. Il dit que la présence des parents durant une compétition, c'est positif ou négatif émotionnellement parlant pour les parents, pour les enfants, par exemple? Fabrice, je te vois rire. Quand tes parents étaient là, quand tu étais judoka. Michael, oui. Moi, je dirais, c'est très simple, ça dépend des parents. Enfin, surtout, ça dépend de la manière dont ils se comportent. Michael, je te laisse la main. Tu nous as fait une réponse de Normand, là. Ouais, bien sûr, ça dépend du comportement des parents, ça c'est une évidence. Par contre, ce qu'il y a d'assez clair, c'est que on sait que ce comportement peut amener une pression assez importante. Donc entre le parent qui accompagne, qui est juste là spectateur, qui encourage et qui n'est pas intrusif, et entre le parent qui est complètement déviant, qui va être capable d'insulter un arbitre et puis voire d'insulter son propre gamin parce qu'il a loupé une passe. Fondamentalement, il y a 2 mondes qui sont différents, et que quand on a des parents qui sont comme les derniers que j'ai pu caricaturer, mais qui sont vrais, qui sont observés, fondamentalement, ça sera nuisible. Il faut savoir qu'il y a des clubs qui prennent et certainement des fédérations oui, il y a des fédérations pour le savoir, qui prennent en considération cette dimension-là en développant des programmes d'initiation, de sensibilisation avec les parents. Parce que les parents, ils ne veulent pas mal faire. C'est qu'eux-mêmes sont pris par leurs propres émotions et eux-mêmes n'arrivent pas à réguler. Quand on voit un parent qui est capable d'insulter un arbitre, lequel arbitre est un jeune, parce que la fédération fait s'auto-arbitrer entre les jeunes, on est complètement dans quelque chose de délirant. Mais c'est juste un manque de contrôle émotionnel. Et oui, il faut prendre, en tout cas, ce qu'il y a sûr, c'est qu'il faut prendre en considération l'impact des parents pour les accompagner, les inclure dans le projet, les sensibiliser. Et on voit aussi, il y a beaucoup de parents dans les gradins ou, je dirais, dans les stades qui transmettent parfois, sans le vouloir, un stress énorme à leurs gamins qui sont là. Mais cette idée d'impliquer peut-être les parents aussi quand on est avec des catégories de jeunes, les impliquer ou peut-être les initier à des approches sur les compétences émotionnelles et mentales, ça me semble intéressant. Oui, je crois que c'est une collègue à nous, je crois que c'est Virginie Niquez qui doit travailler là-dessus, il me semble. Mais en tout cas, il y a une collègue française à nous qui travaille sur l'implication des parents. Et c'est important parce que là, on pense au terrain, mais il faut aussi penser au retour du gamin dans la voiture quand le père est en train de débriefer sur le match, puis au repas où il lui parle à peine parce qu'il a loupé un but. Enfin, ça peut paraître caricatural, mais j'ai mené une thèse avec mon doctorant, mon ancien doctorant, qui était sur les comportements déviants. Dans le sport, il faut voir ce qui sort au niveau des parents aussi. Il y en a chez les entraîneurs, il y en a chez les joueurs, il y en a chez les arbitres un peu aussi, mais il y en a aussi chez les parents. On peut dire aujourd'hui, Michael, on peut dire aujourd'hui aux parents, attention à ce que vous dites à vos enfants. Oui, votre comportement, votre expression émotionnelle peut impacter fortement la performance ou l'activité sportive de votre enfant. Laissez-les vivre, soyez bienveillants. Je pense que c'est un message. Alors après, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas et cette situation-là que l'on vit aujourd'hui est propice à cette question-là, c'est l'impact culturel, très clairement. C'est-à-dire qu'il y a un impact de la culture, peut-être pourquoi pas de la religion selon les pays, qui peut aussi impacter la norme entre la relation entre les parents et l'enfant. Mais mine de rien, même si c'est normé, même si c'est normal entre guillemets, ça peut paraître normal. Il faut pas croire que ça impacte pas les gamins. Allez, je prends une autre question. On a Mohamed Sekouri.
est-ce qu'un excès dans l'émotion n'a pas d'effet négatif sur l'athlète durant le match ou le combat? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Comment on peut justement dire, ou à partir de quel moment on peut dire qu'il y a un excès d'émotion? Dès le moment où on va avoir des tendances à certains comportements qui sont inadaptés en fait. Hein. Donc effectivement, en fonction des sports, c'est tout aussi la complexité des émotions, du ressenti, des expériences émotionnelles. Un coup de poing, l'émotion, elle se régule en fonction du sport. Il faut un certain niveau d'activation, un certain niveau d'émotion. Par exemple, pour faire de la boxe, je peux donner un coup de poing en boxe, c'est même plutôt à mettre en place. Alors que si je suis dans un sport collectif, en football, en rugby, même si en rugby ça existe de temps en temps, c'est proscrit. Donc c'est plus compliqué. Mais évidemment qu'un excès émotionnel, c'est toujours inadapté. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, le travail autour de ça, de contrôler ses émotions, de peut-être parfois même de s'extraire. On voit parfois, et souvent dans le rugby, des joueurs qui s'écartent, ou alors c'est le capitaine ou un autre joueur qui va venir chercher le joueur dont on sent qu'il est en train de monter en pression. Et on sent que ça peut partir très très vite. Et il y a ce joueur qui vient le chercher, qui a peut-être des compétences émotionnelles, ou en tout cas qui sait reconnaître, qui sait percevoir, qui va venir chercher, qui va dire attention, recule, je te prends, je te mets à l'écart, comme ça va pas partir. Ça s'observe souvent. Alors dans le football, parfois, c'est presque une caricature, mais on est souvent dans la caricature, malheureusement, dans le football, dans le domaine du sport, parce que c'est tellement chargé en émotions. Et parfois, on va presque avoir plutôt le partenaire qui va pousser l'autre à faire une erreur. C'est un peu dommage. Donc, l'excès est toujours nocif, de toute façon. L'excès est toujours nocif, même dans la joie. Parfois, on voit des joueurs qui sont partis dans des émotions extrêmement positives, la joie et ainsi de suite, et qui se déconnectent. Voilà, je suis content. Et puis, juste après, on n'arrive pas à se remettre dans le jeu. Et évidemment, c'est nocif. Alors, toujours dans le même, je dirais, registre, il y a une question de Madame Samira Hamama. Pas toujours facile de gérer sa peur, son stress, sa colère lors d'épreuves sportives, surtout lorsque l'enjeu est de taille. Mais comment faire pour les contrôler de manière immédiate? Est-ce qu'il y a des techniques comme ça, comme par exemple, je me rappelle de Yannick Noah qui disait à chaque fois que j'étais débordé par mes émotions, je pensais juste à respire, et ça me calme. Est-ce qu'il y a des techniques comme ça, je dirais, rapides qu'on peut utiliser pour faire baisser la peur ou la colère? Oui. En fait, il va y avoir deux façons pour intervenir. Soit l'émotion se manifeste d'un point de vue somatique, c'est-à-dire ce qui est dérangeant, c'est la boule au ventre, c'est les tremblements, c'est l'accélération cardiaque. Soit les manifestations dérangeantes sont plutôt de l'ordre cognitif, c'est-à-dire les doutes que je peux avoir, la peur de mal faire ou la peur de me faire mal. Donc, il va y avoir deux versants de l'émotion, si vous voulez, de manifestations de l'émotion. Si on est sur les manifestations somatiques, effectivement, ce que tu dis, Hassan, sur la respiration, ça fait partie des techniques qui quand même fonctionnent plutôt assez bien parce que ça permet en fait de baisser ce qu'on appelle le niveau d'activation. Il y a aussi la musique qui est beaucoup utilisée. Avec des musiques qui sont plutôt calmes si on veut se désactiver et plutôt rythmées si on veut activer. Après, si c'est d'un point de vue plutôt cognitif, c'est-à-dire sur les notions de doute, de peur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la relecture de la situation, la dédramatisation. Puisque plus c'est important, plus l'enjeu est important et plus l'émotion va être intense, alors la mécanique, c'est d'arriver à diminuer l'importance et de se dire que finalement, on va dédramatiser. C'est pas si grave que ça, finalement. C'est pas si important. Je joue pas ma vie par rapport à ça. Bon, bref, des lieux communs peut-être, mais qui sont importants de se dire. Ça peut être aussi de jouer sur le sentiment de compétence, c'est-à-dire se rappeler des choses que l'on est capable de faire pour se rassurer sur le fait qu'on va être capable de pouvoir mettre en place les exigences de la situation, c'est-à-dire jouer sur la confiance et la motivation, l'enjeu et le sentiment de compétence, pour jouer sur l'émotion. La relecture est importante quand même. Une autre question qui nous ramène dans le contexte peut-être Covid, une question de Mimoun Mrini. Quel est l'impact du huis clos en sport, le public étant très important pour certains sports et aussi pour créer de l'émotion positive en quelque sorte? Est-ce que vous avez remarqué cet impact aujourd'hui des matchs à huis clos? Michael, toi qui es dans le rugby.
Ouais, et je pense que Fabrice a aussi à dire par rapport aux arbitres, j'imagine. Alors moi, je pensais que ça allait être un sujet. Je pensais sincèrement que ça allait être un sujet de travail long, fastidieux, de jouer dans un stade vide, donc du coup peut-être un peu moins motivant, etc. Mais en fait, sur sur ces sportifs de très haut niveau, ils ont su, je crois, avoir eu des ressources, retrouver des ressources très rapidement et ils se sont très vite adaptés à la situation. C'est-à-dire que très certainement qu'au début, ça a été un peu perturbant sur un ou deux matchs de top 14, et puis finalement après, c'est devenu le quotidien, et puis ils y sont allés, ils ont moins été impactés. Alors, bien évidemment, quand on revient dans un stade de 80 000 places, de 80 000 personnes, il y a cet effet peut-être certainement qui rejoue, mais ils ont une faculté d'adaptation. Enfin, bon, j'en parlais justement aux joueurs en leur témoignant le fait que ils ont une maturité émotionnelle qui est très grosse. Là, en tout cas, sur le 15 de France, là, pour l'instant, ils ont une maturité émotionnelle qui est incroyable et qui, du coup, bon, il n'y a pas de sujet finalement. Je pensais plus que ça allait être un vrai sujet de travail, mais au final, ils l'ont vécu plusieurs fois en top 14. Il n'y a plus besoin de retravailler là-dessus et ils s'adaptent très clairement. Je ne sais pas, Fabrice, après toi, si tu as des données sur les arbitres, peut-être. Bah, en fait, ouais, enfin, c'est la notion d'avantage du jeu à domicile, alors qu'on trouve beaucoup en rugby, évidemment, et dans la plupart des sports collectifs, on gagne plus souvent de points ou plus de victoires à domicile. On s'est toujours interrogé de la raison, et l'une des raisons qui était avancée, c'était le public. Et donc là, c'était presque une opportunité. Alors, il y a pas eu de travaux publiés à ma connaissance, ça ne devrait pas tarder, sur le fait de jouer à huis clos, parce qu'il n'y avait jamais suffisamment de matchs qui étaient joués sans public pour faire des travaux. Mais j'avais été contacté par un journaliste il y a pas si longtemps qui m'appelait, qui me disait mais finalement il y a eu plein de matchs comme ça un peu partout à l'étranger et finalement ça s'est un peu réduit. Bon, j'ai regardé, c'est pas tant que ça. Pour revenir sur l'intelligence émotionnelle, je pense que ceux qui avaient cette capacité, parce que finalement, si ça impacte la performance, c'est justement parce qu'ils le voient comme quelque chose de stressant. Ceux qui avaient des compétences émotionnelles plus élevées ont su réguler, s'adapter beaucoup plus vite que les autres. Et finalement, avec ou sans le public, ils n'ont pas nécessairement vu la différence. Après, évidemment, ça dépend vraiment des individus, mais je pense que ceux qui ont su réguler leur stress par rapport à ça, dire le manque, en fait, l'avantage du jeu à domicile, c'est avoir certaines habitudes dans son vestiaire et ainsi de suite, s'appuyer sur le public, mais le public finalement n'a qu'un impact très réduit, que ce soit sur les joueurs ou sur les arbitres. Et alors évidemment, sans le public, ça a eu un effet assez réduit finalement, parce que justement, les professionnels ont été capables de s'adapter et plus vite pour ceux qui ont une compétence émotionnelle élevée. Merci beaucoup, Fabrice. Messieurs, nous arrivons au terme d'1h30 de visioconférence. Ça passe vite. C'est un sujet important. On ne s'en lasse pas. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a encore des questions, mais on ne peut pas tout prendre, mais on va y répondre sur nos réseaux sociaux. Je voudrais vous dire un grand, grand merci. Mais avant de nous quitter, un mot de la fin pour vous, Michael, Fabrice. Écoutez, moi, je voudrais d'abord vous remercier de cette invitation. J'étais vraiment ravi. Puis les échanges, répondre aux questions. Évidemment, on n'a pas pu répondre à tout, mais ce sur quoi je voulais revenir, c'est un petit peu ce qu'a abordé Michael. J'ai toujours dit que sans dénigrer du tout les préparateurs mentaux, hein, mais je pense que le meilleur préparateur mental, c'est souvent l'entraîneur qui connaît bien les athlètes, qui connaît bien les joueurs. Et je pense effectivement que la perspective de préparer, de former à minima, de ne pas les transformer en préparateur mental, mais de leur donner quelques outils, d'amener ce premier niveau de connaissance et quelques outils, c'est très pertinent parce que l'impact qu'ils peuvent avoir auprès de leurs athlètes est vraiment déterminant pour la performance. Donc, effectivement, dans ce cas de l'intelligence émotionnelle, des compétences émotionnelles, travailler en collaboration, c'est l'équipe, et d'intégrer pleinement le préparateur mental et d'intégrer le coach là-dedans. Et c'est vraiment déterminant. Merci Fabrice. Michael? Oui, je vais rebondir là-dessus. Nous, je sais que ça a été un levier très important dans la mise en place de toute la démarche, les aspects mentaux, ne serait-ce que parce que ça a aussi la valeur de démystifier un peu les aspects mentaux et de se dire que en fait, l'entraîneur, il a toute sa part à jouer. Et qu'au contraire de ses croyances où il pourrait avoir peur de se faire enlever quelque chose, ou ne pas savoir, de manquer de contrôle, en fait, finalement, il a toute sa part à jouer.
Et prendre en compte ça, c'est aussi une façon de pouvoir optimiser sa propre pratique en tant qu'entraîneur. C'est qu'au moment où il va travailler l'intelligence émotionnelle avec ses joueurs, se former à ça, c'est aussi avoir la connaissance, on parlait Fabrice dans le modèle tripartite, et donc du coup de se développer soi-même. Donc en fait, on a tout intérêt à travailler avec les entraîneurs, et bien évidemment, c'est pas dénigrer les préparateurs mentaux, je serais mal placé pour en parler fondamentalement, mais c'est de leur donner aussi un autre rôle qui est dans l'accompagnement des entraîneurs, très clairement. Mais voilà, merci aussi largement pour cette intervention, c'était un vrai plaisir, et puis de le partager avec vous, tout votre enthousiasme, et puis avec Fabrice, que j'apprécie par ailleurs. Alors, moi, j'ai une question. Michael, vous travaillez sur Dijon et Fabrice, vous travaillez en Normandie, sur Caen. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler ensemble? Oui, parce qu'avant d'être à Dijon, j'étais à Rouen. Ah, d'accord. Et du coup, j'ai eu l'occasion de. On a eu l'occasion, oui, donc oui, Rouen et Caen sont très proches en France, et donc du coup, j'ai eu l'occasion de connaître. Tu dis quoi? À Dijon. Je viens bientôt pour une thèse à Dijon, donc ça sera l'occasion de se voir aussi. Carrément, franchement, félicitations pour vos travaux parce qu'à la fois, il y a ces concepts théoriques, mais en même temps, il y a le terrain. Et entre ce va-et-vient qui permet justement de vérifier et de valider, ça nous donne des outils de travail pour justement accompagner nos sportifs. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Je rappelle que pour Michael Campo, vous êtes maître de conférence spécialiste en psychologie du sport. Oui. Et pour Fabrice Dosville, vous êtes aussi professeur des universités, spécialiste en éducation physique et sportive. Merci à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation du Comité olympique national marocain et au plaisir de vous retrouver pour d'autres sujets et pour d'autres belles aventures. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci infiniment pour votre présence, pour votre fidélité. Et c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous, de travailler avec vous, de réfléchir collectivement pour, je dirais, la progression du sport national et pourquoi pas international. Merci, à très bientôt et à très vite pour d'autres thématiques. Merci.